replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Et oui les amis, mystère et magie réveille l'enchanteur qui est au fond de toi. Et il est. Et ben il est 10h30 et oui, et je suis en compagnie donc d'Agnieszka. Coucou Agnieszka. Coucou Alina. Oh, c'est merveilleux de t'entendre ma pupuce. Moi aussi, je suis très heureuse. Donc on te retrouve pour la chronique autour des contes. Et ce matin, tu vas donc nous parler de la Belle au bois dormant. Oui, bien sûr, j'ai trouvé des pépites et des secrets. Mais écoute, on t'écoute, on est tout oui. Eh bien, bonjour à tous, chers amis enchanteurs. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler du conte légendaire de la Belle au bois dormant. Et dans mes recherches, j'ai trouvé en fait plusieurs versions. Alors, celle qui est la plus connue est celle de Charles Perrault. Charles Perrault, XVIIe siècle, c'est un écrivain, mais c'est aussi un homme d'État, chargé par Colbert de la politique artistique et littéraire de Louis XIV en tant que secrétaire de la Petite Académie. Il est également contrôleur de la surintendance des bâtiments du roi. Et donc, dans la version de Perrault, qu'il a écrit en 1697, dans les contes de la mère Loi, il existe en fait deux parties. La première partie que tout le monde connaît s'arrête au réveil de la princesse par le prince et tout le château se réveille en même temps. Ils se marièrent et furent heureux pour toujours. Eh bien, Charles Perrault, il continue l'histoire dans une ambiance plutôt glaçante dont je vais un peu dévoiler dans un instant. Il faut savoir aussi que Charles Perrault, ce n'est pas lui qui a inventé complètement l'histoire de la Belle au bois dormant, puisqu'il s'est inspiré d'un conte italien de Giambattista Basile qui s'intitule Soleil, Lune et Thalys. Thalys était le nom de la princesse. Soleil et Lune étaient le nom des enfants qu'elle a eus avec le prince. Alors, ce conte italien est aussi encore plus dur et même plutôt cruel. Il fait pas du tout rêver. Alors là, je vais revenir sur le conte de Perrault avant de parler de ce conte italien. Voilà. Il était une fois un roi et une reine qui étaient si fâchés de n'avoir point d'enfants, si fâchés qu'on ne saurait dire. Enfin, pourtant, il leur naquit une fille. On fit un beau baptême, on donna pour marraine à la petite princesse toutes les fées qu'on put trouver dans le pays. Il s'en trouva 7. Voilà, dans le conte de Perrault, il y a 7 fées. Afin que chacune d'elles lui fasse un don. Comme c'était la coutume des fées en ce temps-là, la princesse eut par ce moyen toutes les perfections imaginables. Après les cérémonies du baptême, toute la compagnie revint au palais du roi où il y avait un grand festin pour les fées. Et on mit devant chacune d'elles un couvert magnifique avec un étui d'or massif où il y avait une cuillère, une fourchette et un couteau d'or fin garni de diamants et de rubis. C'était le symbole royal aussi pour récompenser les fées. Mais comme chacun prenait place à table, on vit entrer une vieille fée qu'on n'avait point priée parce qu'il y avait plus de 50 ans qu'elle n'était pas sortie d'une tour et qu'on la croyait morte ou enchantée. Le roi lui fit donner un couvert, mais il n'eut pas moyen de lui donner un étui d'or massif comme aux autres, parce qu'il n'y en avait que 7 pour les 7 fées. La vieille fée crut qu'on la méprisait. Elle commença à grommeler quelques menaces entre ses dents. Et une des jeunes fées marraines qui se trouvait auprès d'elle, elle l'entend et elle pense qu'elle pourrait donner quelques fâcheux dons à la petite princesse. Alors,
elle alla se cacher derrière la tapisserie afin de parler la dernière et de pouvoir réparer autant qu'il lui serait possible le mal que la vieille fée pourrait faire. Donc cette jeune fée, elle a comme une prémonition. Elle sent que, oh, cette vieille fée, voilà, je ne la sens pas trop. Cependant, les fées, elles commencent à faire leur don à la princesse, et à un moment donné, la vieille fée arrive, et elle dit, en branlant la tête encore plus de dépit que de vieillesse, que la princesse percerait la main d'un fuseau et qu'elle en mourrait. Ce fut terrible, évidemment. Et c'est à ce moment-là que la jeune fée sortit derrière la tapisserie et elle fait le contresort. Et elle dit, rassurez-vous, roi et reine, votre fille n'en mourra point. Il est vrai que je n'ai pas assez de puissance pour défaire entièrement ce que mon ancienne a fait. La princesse percera la main d'un fuseau, mais au lieu d'en mourir, elle tombera seulement dans un profond sommeil qui durera 100 ans, au bout desquels le fils d'un roi viendra la réveiller. Donc, au bout de 15 et 16 ans, le roi et la reine étant allés à une de leurs maisons de plaisance, la jeune princesse, un jour, malheureusement, elle arrive en haut d'un donjon et elle voit une vieille femme qui filait sa quenouille et elle ne fait pas attention. Et à ce moment-là, eh bien, elle prend le fuseau et comme elle était fort vive, un peu étourdie, eh bien, à ce moment-là, elle se perce la main et elle tombe évanouie. Donc, la vieille dame qu'on voit en haut de la tour, ce n'est pas la méchante fée. Hein. C'est une vieille dame, en fait, qui n'avait pas entendu parler qu'il fallait interdire tous les fuseaux et quenouilles du royaume. Et à ce moment-là, donc, la jeune fée prit connaissance que la princesse était malheureusement était tombée et voilà, était endormie. Donc, elle fit en sorte eh bien, d'endormir tout le château. Et donc après, alors que le roi et la reine, après avoir embrassé leur cher enfant, sans qu'elle s'éveillât, sortirent du château et firent publier des défenses à qui que ce soit d'en approcher. Ces défenses n'étaient pas nécessaires car il crut dans un quart d'heure, tout autour du parc, une si grande quantité de grands arbres et de petits, de ronces, d'épines entrelacées les unes dans les autres, que bête ni homme n'y aurait pu passer, en sorte qu'on ne voyait plus que le haut des tours du château, encore n'était-ce que bien loin. Donc là, jusqu'à présent, on connaît l'histoire. Au bout de 100 ans, le fils du roi qui régnait alors, qui était d'une autre famille que la princesse endormie, était allé à la chasse de ce côté-là, demanda ce que c'était que ces tours qu'il voyait au-dessus d'un grand bois fort épais. Et donc chacun lui répondit selon qu'il en avait ouï parler. Les uns disaient que c'était un vieux château où il revenait des esprits. Les autres que tous les sorciers de la contrée y faisaient leur sabbat. La plus commune opinion était qu'un ogre y demeurait et que là, il emportait tous les enfants qu'il pouvait attraper pour pouvoir les manger à son aise. Et sans qu'on pût le suivre, ayant le seul pouvoir de se faire un passage au travers du bois. Et donc le prince, eh bien, il insiste et se dit, bon, eh bien moi, je veux voir cette princesse. Et à ce moment-là, le prince, quand il commence à s'avancer vers ce château où il y avait nombre de ronces, eh bien, les ronces s'écartent. Pourquoi elles s'écartent? Eh bien, tout simplement parce que 100 ans s'étaient écoulés. Il arrivait au bon moment et donc tout s'écarte de lui et il voit ce château qui ressemblait plutôt, c'était un silence affreux. Comme dit Charles Perrault, l'image de la mort s'y présentait partout et ce n'était que des corps étendus d'hommes et d'animaux qui paraissaient morts.
À un moment donné, il passe une grande cour pavée de marbre, il monte l'escalier et il entre dans une chambre toute dorée. Il voit sur un lit, dont les rideaux étaient ouverts de tous côtés, une princesse qui paraissait avoir 15 ou 16 ans et dont l'éclat resplendissait avec quelque chose de lumineux et de divin. Il s'approcha en tremblant et en admirant et se mit à genoux auprès d'elle. Et c'est à ce moment-là que la princesse se réveille. Donc, c'est vrai qu'on nous parle souvent du baiser du prince qui réveille la princesse. Eh bien, dans le conte de Perrault, pas du tout. C'est le fait qu'il l'ait vu, qu'il avait envie, voilà, qu'il est tombé amoureux d'elle, cet amour pur. Et à ce moment-là, la princesse se réveille. Il a été envoûté par rien qu'à l'idée d'être en présence avec elle, en fait. C'est vachement beau. Voilà, c'est c'est l'amour pur, en fait, qu'il essaye Perrault d'écrire et de faire comprendre. Donc, voilà, la princesse se réveille. Cependant, tout le palais s'était réveillé avec la princesse à ce moment-là. Donc, chacun songeait faire sa charge et il mourait de faim, évidemment. Donc, voilà, tout le monde s'était réveillé. Et alors, le prince aida la princesse à se lever. Elle était toute habillée et fort magnifiquement, mais il se garda bien de lui dire qu'elle était habillée comme sa grand-mère. Mais oui, parce qu'il y avait plus de 100 ans. Elle avait une mode de 100 ans. Voilà. Et qu'elle avait un collet monté, il n'en était pas moins distingué. Ils passèrent dans un salon de miroirs et ils soupèrent, servis par les officiers de la princesse. Les violons et les hautbois jouèrent de vieilles pièces. Mais voilà, et après le souper, le grand aumônier les maria dans la chapelle du château. Donc, jusqu'à présent, tout est merveilleux. Seulement voilà, c'est la deuxième partie qui est un peu moins, un petit peu moins, que personne d'ailleurs n'a repris, que ce soit Disney par exemple, n'a pas du tout repris la deuxième partie, ni les frères Grimm, parce que c'était quand même assez spécial. Alors, le prince vécut avec la princesse plus de 2 ans entiers, et ils ont eu en fait 2 enfants. Le premier fut une fille nommée Aurore, et le second un fils qu'on nomma le jour parce qu'il paraissait encore plus beau que sa sœur. Seulement voilà, le prince, il avait une mère, et cette mère avait des origines ogresses. Et donc il était marié avec le roi, son père. Voilà, parce qu'ils se sont mariés, voilà, sa mère ogresse, voilà, le roi l'avait épousée à cause de ses grands biens. Et on disait tout bas à la cour qu'elle avait des inclinations, des ogres, et qu'en voyant passer des petits-enfants, elle avait toutes les peines du monde à se retenir de se jeter sur eux. Et quand le roi, le père du prince, fut mort, ce qui arriva au bout de 2 ans, et qu'il se vit le maître, il déclara publiquement son mariage avec la princesse et alla en grande cérémonie quérir la reine, sa femme, dans son château. Et seulement le problème, c'est quand il a ramené la princesse avec ses enfants, eh bien, sa mère, qui est d'origine ogresse, va essayer de manger ses petits-enfants et sa belle-fille. Donc, c'est assez cinglant. Mais ça finit quand même bien parce qu'il n'y a personne qui est mangé et c'est elle à la fin qui est punie. Voilà, je ne vais pas lire forcément tout le texte parce que voilà, si vous voulez découvrir l'histoire. Et puis bon, nous sommes quand même au petit déjeuner, donc c'est peut-être pas... Non, on n'a peut-être pas envie. Alors, ce qui est intéressant de ce que tu racontes, Agnieszka, c'est que effectivement, c'est une version, on ne connaît pas la suite. Nous, on s'arrête en fait, ils vécurent heureux, eu beaucoup d'enfants au niveau du bal et tout. Mais c'est vrai qu'on ne connaît pas la suite, on ne connaît pas l'origine du prince, on ne sait pas d'où il vient. Alors que là, tu nous expliques quand même qu'il a une maman ogresse, quoi. Il a une maman ogresse, oui. Et puis, elle essaye vraiment, parce que
le prince, en plus, à un moment donné, comme il est devenu roi, parce que son père est décédé, il part faire la guerre. Et il laisse la régence à la mère, à sa mère, quand même d'origine grecque, donc c'est d'une imprudence totale, je trouve. Et donc, sa femme, la princesse et ses 2 enfants, se retrouvent avec la méchante belle-mère, quelque part. Je pense qu'il y a un petit côté, un petit peu entre une rivalité entre la belle-mère et la belle-fille, moi, c'est ce que je vois dans les écrits. Et à un moment donné, la méchante reine, elle demande à son maître d'hôtel de manger au souper ses petits-enfants. Et le maître d'hôtel ne veut pas du tout. Il fait croire, en fait, à la reine, il a tué des petits chevreaux, enfin voilà, pour faire croire à la reine qu'elle avait mangé vraiment ses petits-enfants. Et à un moment donné, donc elle croit et il cache les enfants, hein, le maître d'hôtel, hein, évidemment. Et un jour, la méchante reine, eh bien, elle dit à son maître d'hôtel, maintenant je voudrais manger la princesse, voilà, ma belle-fille. Et à ce moment-là, pareil, le maître d'hôtel, il cache la princesse, qui retrouve ses enfants, et il va tuer une biche et donc donner au repas justement à l'ogresse. Donc elle croit qu'elle mange sa belle-fille. Et puis à un moment donné, eh bien, voilà, elle pense que ça y est, elle est tranquille. Et un soir, elle entend dans les tours du château, elle entend eh bien, un de ses petits-enfants. Ils se disputaient, la petite Aurore avec le petit Jour qui se disputaient, et elle entend les voix de ses petits-enfants. Et à ce moment-là, elle découvre que voilà qu'on l'a trompée, et elle ordonne qu'on mette une grande cuve avec des serpents, des couleuvres, enfin, c'était pour les jeter en fait tous dedans. Voilà, une grande cuve qu'elle fit remplir de crapauds, de vipères, de couleuvres et de serpents pour y faire jeter la reine et ses enfants, le maître d'hôtel, sa femme et sa servante. Elle avait donné ordre de les amener les mains liées derrière le dos. Alors, ils étaient là et les bourreaux se préparaient à les jeter dans la cuve lorsque le roi, qu'on attendait pas si tôt, donc le prince devenu roi, il entra dans la cour à cheval. Il était venu en poste et demanda tout étonné ce que voulait dire cet horrible spectacle. Personne n'osait l'en instruire quand l'ogresse, enragée de voir ce qu'elle voyait, se jeta elle-même la tête la première dans la cuve et fut dévorée en un instant par les vilaines bêtes qu'elle y avait fait mettre. Le roi ne laissa pas d'en être fâché, elle était sa mère, mais il s'en consola bientôt avec sa femme et ses enfants. Voilà, c'est plutôt rock'n'roll. Voilà, assez cruel, et je comprends que les autres, donc parce qu'il y a eu d'autres versions évidemment, les autres versions, donc par exemple des frères Grimm, il y a eu les frères Grimm, il y a eu Walt Disney, il y a eu l'auteur-compositeur russe Tchaïkovski. Ils se sont tous arrêtés au réveil de la princesse et du château. C'est ça. Et je peux comprendre parce que ça ne fait pas rêver. Voilà. Et donc, Charles Perrault, pourquoi il a écrit cette histoire de Grèce et autres? Parce qu'il s'est inspiré de ce conte italien de Giambattista Basile, Soleil, Lune et Thalys, où là, c'est encore plus... Alors là, il y a rien, mais de chez rien, ça ne fait rien rêver, où là, c'est Soleil, Lune et Thalys. Donc, à la naissance de sa fille Thalie, donc la princesse s'appelle Thalie, un seigneur convoque les savants et devins du royaume pour prédire l'avenir de la petite fille. Il conclut qu'elle courra un grand danger à cause d'une écharpe de lin. Le seigneur bannit donc de chez lui tout ce qui ressemble à du lin,
Mais alors que Thalie est déjà devenue jeune fille, eh bien, à un moment donné, elle voit une vieille qui file voilà, le lin. Et malheureusement, en prenant, elle veut faire pareil. Et à ce moment-là, une écharpe de lin se plante sous son ongle et elle tombe comme morte. Son père, désespéré, l'installe sur un fauteuil de velours, fait clore toutes les portes et il quitte sa demeure. Alors là, c'est vraiment une cruauté absolue. Et un jour, un roi, alors là, c'est pas un prince, là, c'est un jour, un roi qui chassait, s'introduit à la suite de son faucon dans la demeure et découvrit Thalie. Il en tombe aussitôt amoureux et il la porta sur un lit où il cueillit les doux fruits de l'amour dans son sommeil. 9 mois plus tard, Thalie, toujours plongée dans sa léthargie, accouche d'un garçon et d'une fille. 2 fées apparaissent pour veiller à leurs besoins. Alors les fées, elles sont presque insignifiantes d'ailleurs dans ce conte. Et un jour, voulant téter les bébés, donc ils sucent le doigt de leur mère et ce faisant, ils évacuent l'écharde. Thalie se réveille et découvre stupéfaite ses enfants. Imaginez, elle s'endort, elle se réveille et elle se retrouve mère. Donc ce n'est pas le roi, ce sont ses enfants qui l'ont réveillée. Donc le roi, voilà, finit par revenir visiter la jeune femme et est à son tour enchanté à la vue de sa progéniture. Et il nomme le petit garçon Soleil et la petite fille Lune. Puis il repart chez lui en promettant de revenir. Cependant, eh bien, ce roi, il est déjà marié. Et sa femme, la reine, qui s'est rapidement doutée de quelque chose, finit par découvrir le pot rose de la bouche du secrétaire du roi. Elle envoie un messager à Thalie pour lui demander de faire venir ses enfants auprès du roi qui souhaite les voir, mais ordonne à son cuisinier de les tuer et de les faire manger par son époux. Le cuisinier, pris de pitié, accommode à leur place 2 chevreaux que le roi trouve fort à son goût, à la satisfaction perverse de la méchante reine. Enfin, de sa femme qui, ouais. La vengeance de la reine n'est cependant pas encore assouvie. Elle convoque Thalie et une fois en sa présence, elle se met à l'insulter et veut la faire brûler vive. Donc, à ce moment-là, malgré ses protestations d'innocence, évidemment, donc Thalie l'a pris de lui permettre d'ôter au préalable ses vêtements. Elle est quasiment nue lorsque surgit le roi qui découvre le spectacle. Sa femme l'informe avec hargne qu'il a dévoré ses propres enfants. Donc, furieux et désespéré, il fait subir à sa femme le sort qu'elle avait préparé pour Thalie, fait de même pour le secrétaire et veut faire brûler le cuisinier aussi. Ah, c'est pas triste, hein? Mais ce dernier lui démontre qu'au contraire, il a sauvé les enfants et les fait amener bien vivants devant lui. Le roi le nomme alors chambellan pour le remercier. Il épouse Thalie et vit un long bonheur avec elle et leurs enfants. Donc, c'est vraiment la source de La Belle au Bois dormant, et je vous dirais que, enfin, de Charles Perrault. Et on comprend pourquoi il a fait une deuxième partie, bon, pas aussi cinglante, hein, aussi dure. Après, nous avons la version, alors celle que je préfère, qui est des frères Grimm, qui a été écrit en 1857. Et là, il y a une différence, c'est que dans le conte des frères Grimm, il y a 13 fées, mais Grimm ne les appelle pas les fées. Il les appelle les femmes sages du royaume. Et en fait, dans l'histoire, tout à fait au début, c'est une grenouille qui va prédire en fait à la reine qu'elle va mettre au monde une petite fille. Donc j'ai trouvé ça très, très rigolo. Donc la prédiction de la grenouille se réalisa
Et la reine mit au monde une fille qui était si belle que le roi en fut rempli de joie et fit donner une grande fête. Et ne fut pas seulement invité la famille, les amis, les connaissances, mais encore toutes les femmes sages du royaume, pour qui l'enfant aurait de la grâce et de l'importance. Il y en avait 13 dans le royaume, mais comme il n'y avait que 12 assiettes en or dans lesquelles elles devaient manger, eh bien, l'une d'elles devait rester chez elle. Donc, en fait, ils n'ont pas invité la 13e parce qu'ils n'avaient pas assez d'assiettes. La fête fut donnée avec faste. Lorsqu'elle se termina, avec les femmes sages, vinrent offrir leurs merveilleuses offrandes. Donc là, dans Grimm, ce ne sont pas des dons, ce sont des offrandes. Et lorsque la 11e femme sage eut prononcé son offrande, entra brusquement la 13e. Elle voulait ainsi se venger de n'avoir pas été invitée et sans saluer ni regarder personne, elle prononça d'une voix puissante: « La fille du roi se piquera avec un fuseau lors de sa 15e année et en tombera morte. » Et sans un mot de plus, elle fit demi-tour et quitta la salle. Et pareil, donc la 12e femme sage, qui n'avait toujours pas prononcé son offrande, eh bien, elle fait le contresort et elle dit au roi et à la reine: elle ne tombera pas morte, mais dans un profond sommeil de 100 années. Le roi, qui voulut protéger sa chère enfant, fit promulguer un décret par lequel tous les fuseaux de son royaume devaient être brûlés. Alors la différence avec Charles Perrault, justement, donc comme on dit, déjà c'est les fées, il y en a 13. Et ce qui est étrange, c'est que il y a aussi autour du château une haie d'aubépine qui commence à croître, qui chaque année devenait de plus en plus haute et qui enfin entoura le château, si bien que l'on ne pouvait plus rien en voir, pas même la flamme qui flottait sur le toit. C'est-à-dire que l'enchantement qu'il y a autour du château, ce ne sont pas des ronces, ce sont donc des roses d'épines. Et c'est pour ça que dans la version de Perrault, on l'appelle la princesse rose d'épines. Voilà, et c'est cela qui fait que 100 ans plus tard, il était impossible de pénétrer dans ce château, car les épines avaient comme des bras qui se tenaient fortement ensemble, et les jeunes jouvenceaux, comme dit bien Grimm, y restaient accrochés sans pouvoir s'en défaire pour mourir d'une faim atroce. Donc il y a plein de seigneurs, de princes qui essayaient de pénétrer dans ce château et ils ne pouvaient pas du tout, ils mouraient malheureusement d'une faim atroce. Et puis, 100 années s'est écoulées, et bien là, le fils d'un roi qui arrive juste pile poil 100 ans après, et là, eh bien, les roses d'épines s'écartent en fait, pour le laisser passer. Là, tu vois, quand tu nous décris, parce qu'on a échangé avec Agnieszka pour préparer ta chronique, et ce que je t'avais dit, c'est que je trouvais que ce passage ressemblait énormément au château de la Belle et la Bête. Oui, tout à fait. Oui, complètement. Complètement. Et la différence aussi, là, le baiser sur la bouche, donc là, le prince donne un baiser à la princesse, qu'il n'y a pas du tout dans le conte de Perrault. La différence, voilà, elle gisait là, si belle qu'il ne pouvait en détourner les yeux. Il se pencha et lui donna un baiser. Alors qu'il l'effleurait de ses lèvres, la princesse rose d'épines battit des paupières, se réveilla et le regarda avec affection. Alors aussi, la différence aussi dans Grimm par rapport à Perrault, c'est que les parents étaient aussi dans l'enchantement. Ils dormaient aussi dans le conte de Grimm. Ils étaient endormis comme avec les autres de la cour. Alors que Perrault, malheureusement, les parents ne sont pas endormis. Et du coup, ils ne verront jamais le réveil de leur fille. Donc j'ai trouvé ça un petit peu triste quand même de faire ce genre de version. Oui, parce qu'en fait, ils sont morts avant qu'elle puisse se réveiller. Voilà. D'accord. Alors, il existe également
une autre version que je vais en parler dans un instant, mais en fait, il existe, oui, un conte vraiment oublié, et c'est elle qui a vraiment, je pense aussi, fait en sorte que La Belle au bois dormant même inspire aussi le compositeur russe Tchaïkovski. En fait, c'est une version complètement oubliée qui s'appelle La Princesse printanière. Elle a été écrite par la baronne Marie-Catherine d'Aulnoy, donc XVIIe siècle, 1652-1705. C'est une femme de lettres française, une grande conteuse, et elle est l'un des auteurs à l'origine du genre écrit du conte merveilleux. C'est elle qui a inventé le terme conte de fées, et qu'on trouve dans sa version, c'est elle qui invente le nom de la fée Carabosse. C'est elle qui a créé ce personnage et non Perrault, parce que je vois beaucoup, des fois, je sais pas, dans les expositions et autres, on va mettre la fée Carabosse de Perrault. Non, 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 parce que Perrault, il n'a jamais donné de nom à la vieille fée qui jette un sort. Et dans la version de La Princesse printanière de Madame d'Aulnoy, on peut retrouver les écrits. On peut retrouver les écrits sur Internet. Vous tapez La Princesse printanière, vous allez avoir complètement l'histoire. Et dans cette histoire, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a une vieille querelle entre le roi, le père de la princesse, et la fée Carabosse. Ça rappelle un peu le film un petit peu de Maléfique, d'ailleurs. C'est pour ça que je pense que les imagineurs de chez Disney se sont penchés certainement sur ce conte de la princesse printanière. Et donc, dans cette histoire, la princesse, au lieu d'être endormie, eh bien, les parents, le roi et la reine, vont l'enfermer dans une tour jusqu'à l'âge de 20 ans pour empêcher en fait qu'elle touche un fuseau, une quenouille. Donc, ça m'a rappelé vraiment Réponse aussi, vraiment, dans la manière dont c'est décrit. Donc, voilà la différence en fait avec le conte de Perrault et de Grimm. Et il y a aussi le compositeur russe Tchaïkovski. Donc, lui, il s'est complètement inspiré de la version de Perrault, mais également de Grimm. Et là, il y a tout un... Voilà, la fin diffère avec les parents de la princesse, le roi et la reine ayant survécu aux 100 ans de sommeil pour célébrer le mariage de leur fille. Mais il y a une petite histoire, c'est surtout par rapport au nom de la princesse. Parce que, si vous avez remarqué, dans le conte de Perrault, la fille de la princesse s'appelle Aurore. Et en fait, Tchaïkovski a décidé de donner le nom de la fille à la mère, à la princesse. Donc la genèse, en fait, du nom de la princesse, on va récapituler. La princesse change de nom au gré des versions. On va revenir, donc Soleil, Lune et Thalie, elle s'appelle Thalie. Perrault ne lui donne pas de nom, elle est simplement la princesse. Il nomme cependant la fille de cette princesse Aurore. Et donc Tchaïkovski, il transfère ce nom de la fille à la mère et nomme ainsi la princesse Aurore. Tout ce que fera Walt Disney après lui. Et quant aux frères Grimm, eh bien ils disent qu'on l'appelle Rose d'épine. Mais seulement à partir au moment où elle tombe endormie. Donc, le nom de Rose dans Walt Disney, parce qu'à un certain moment, quand la princesse, elle est dans la forêt cachée dans la forêt avec ses marraines et fées, eh bien, le nom de Rose que reprend Walt Disney, il l'a repris dans le conte de Grimm. Donc, c'est pas un hasard, waouh! Ce n'est pas un hasard que Disney, il s'est inspiré de Perrault pour prendre le prénom de la princesse Aurore, donc la fille de la princesse, donc il l'a donné à sa princesse, voilà, et Grimm, Rose. Donc il s'est inspiré des deux. Oui. Et en plus, Walt Disney, il a gardé la musique 70 ans plus tard de Tchaïkovski,
qui se font avec magie dans l'animation du dessin animé de 1959. Parce que ça aussi, c'est un chef-d'œuvre de l'animation. Euh, voilà, c'est incontestablement le plus beau et le plus envoûtant des grands classiques Disney jusqu'alors, parce que c'est le véritable conte. Il y a une ambiance magique, somptueuse, les dessins aux couleurs célestes, l'histoire passionnante. On est vraiment dans l'époque médiévale qui plonge également vraiment dans une noirceur fascinante due au personnage de Maléfique. C'est l'un des protagonistes les plus charismatiques et envoûtants de Disney. Voilà, sans oublier les doublages, enfin voilà, les dialogues. Voilà, c'est un chef-d'œuvre musical parce que de Tchaïkovski qui ajoute évidemment une dimension supplémentaire encore plus grande. Walt Disney, quand il a vu le ballet de Tchaïkovski, enfin voilà, quand il a entendu la musique, il a dit non, on va pas inventer de musique. Parce que lui, il est quand même très spécialiste pour créer des sublimes musiques. Et là, il a dit non. Et quand vous voyez ce film d'animation 1959, quand vous voyez le personnage de la Belle au bois dormant et la musique qui va avec, les dessinateurs, ils ont bien fait attention à jouer avec la musique dans les mouvements de l'animation. Et c'est ça qui est beau. Et il y a par exemple un incroyable sans faute, parce que moi, par exemple, une des scènes finales la plus fascinante du dessin animé d'animation, quand la robe, elle devient bleue, rose, voilà. Alors moi, ce que j'en pense, en tous les cas, c'est un des plus beaux. Alors, c'est peut-être pas anodin que la robe aussi se transforme en couleur rose pour associer justement le nom du personnage, quoi. Exactement. Et oui. Aussi. Alors, ce que j'avais aussi trouvé hyper pertinent lors de nos échanges, donc Perrault, 7 fées, Grimm, 13 fées. Il existe entre 4 et 5 versions de ce conte. Dans celle de Perrault, de Grimm, on met vraiment en avant les couverts de la table en cadeau, comme si en fait le symbolisme autour de ce conte était de savoir recevoir ses invités avec bienveillance, même quand on n'a pas prévu un invité supplémentaire. T'expliquais qu'effectivement il y avait donc 12 couverts au lieu de 13, et c'est pour ça que la 13e fée en colère arrive alors qu'elle n'était pas prévue. Voilà, exactement. Donc c'est vrai que... Oui. Il y a aussi autre chose que tu m'avais parlé, tu n'en as pas trop parlé ce matin, c'est la fameuse grenouille qui prédit le futur de la jeune fille. J'ai trouvé ce symbolisme autour de la grenouille assez intéressante, d'associer la grenouille. Ah bah si, je crois que je l'ai dit. J'ai pas entendu. Oui, j'ai dit... Je peux vous dire, il y a très longtemps, donc là c'est Grimm, il y a très longtemps, un roi et une reine s'alanguissaient de n'avoir pas d'enfant. Chaque jour, ils se lamentaient si nous pouvions avoir un enfant, mais ils ne pouvaient toujours pas en avoir. Un jour cependant, alors que la reine était allongée dans son bain, une grenouille coassa dans la prairie et lui parla ainsi: « Ton vœu sera exaucé, long à venir, tu mettras au monde une fille. » Mais oui. En fait, c'est ce que tu as dit au début. C'est pour ça. J'étais pas dedans. Je m'excuse. C'est pas grave. Voilà. Et donc, la prédiction de la grenouille se réalisa et la reine mit au monde une fille qui était si belle que le roi en fut rempli de joie et fit donner une grande fête. Waouh. Il y a tellement de symbolisme autour de tous ces contes et je trouve ça dingue. On avait aussi échangé sur le fait que Disney avait pris donc un mix entre Grimm et forcément Perrault, donc pour la version principale de La Belle au bois dormant, mais surtout pour la version de Maléfique. Là, ils se sont basés sur Madame d'Aulnoy, en fait, avec la création de la Fée Carabosse notamment. Oui, d'ailleurs, si vous lisez justement La Princesse printanière, vous allez voir un petit peu le caractère en fait de la Fée Carabosse qu'a décrit Madame d'Aulnoy. Il faut savoir que la Fée Carabosse, en fait, la vieille querelle qu'elle avait avec le roi, c'est que le roi, quand il était petit, il avait mis du soufre dans la soupe de la Fée Carabosse. Et depuis, elle lui voue une haine et une vengeance éternelle. Parce que ce genre de fée, si on la titille, eh bien, elle est dans la vengeance pour toujours. Et c'est ça qui est incontestablement, quand on voit la princesse printanière, elle
elle continue, et elle est assez cruelle même, hein. Et donc Disney, lui, il a repris, je trouve, hein, on retrouve des petites caractéristiques, hein, quand même de Maléfique, hein, quand vous lirez le conte, parce que c'est vrai qu'il est un petit peu long, mais on retrouve complètement. D'ailleurs, dans la version de Madame Dolnois, c'est 5 fées. Oui, il y a 5 fées. Tout à fait. Beaucoup de numérologie, symbolisme autour des chiffres dans tous ces contes. Au passage, il y a Claude de la Corrèze, je crois, me semble-t-il, qui est là, qui te fait des gros bisous et qui te dit merci beaucoup, Agnieszka. Ah, ben c'est très gentil. Et je l'embrasse aussi. Merci beaucoup de me suivre. Et on est tous enchantés par le chant des grenouilles. Hein. Par le chant des grenouilles. Oui, mais c'est vrai que la version, en fait, de La Belle au Bois dormant des frères Grimm, bon, moi, c'est ma préférée, je le dis, hein. Elle est plus courte et elle est surtout plus... voilà, il y a moins de choses sanglantes. Moi, la version avec l'ogresse et autres, moi, c'était pas forcément nécessaire. Et d'ailleurs, voilà, tous ceux qui ont pris la version de La Belle au Bois dormant, ils s'arrêtent là, hein, en général. Et aussi, par rapport au film d'animation de Walt Disney de 1959, il faut savoir que Disney s'est inspiré, enfin les dessinateurs se sont inspirés d'une actrice célèbre pour faire le corps de la princesse Aurore, qui n'est autre que Audrey Hepburn. Waouh! Et oui, c'est Audrey Hepburn qui a servi pour le corps, parce qu'elle avait, regardez bien, quand vous voyez le film d'animation Disney, regardez bien la princesse Aurore, quand elle danse par exemple dans la forêt, regardez, elle a exactement, je trouve, mais vraiment la même finesse. Regardez la finesse qu'elle a au niveau des poignets, et on retrouve complètement Audrey Hepburn. Et par contre, ils ont pris une autre comédienne pour le visage qui s'appelle Helen Stanley. Et d'ailleurs, cette comédienne, elle a servi aussi également pour faire les autres personnages. Pour Cendrillon, elle a servi de modèle pour Cendrillon, donc pour la princesse Aurore et pour Anita dans les 101 Dalmatiens. Ah, ouais. Effectivement, oui. Helen Stanley. D'accord. Et d'ailleurs, il y a même des archives qu'on peut voir, même j'avais vu où il y a les dessinateurs qui sont là, et elle est complètement habillée, Helen Stanley, avec le costume de la princesse Aurore. Vous savez, elle a son petit corset noir, son petit chemisier, sa petite jupe grise. Voilà, et elle tourne comme ça dans la forêt, et on voit Helen Stanley qui tourne, qui a des gestes, elle est d'une grâce. Mais d'une grâce, quand je la vois tourner, elle est d'une grâce, c'est d'une princesse. Et donc, on voit les dessinateurs en train de prendre, en fait, de dessiner les mouvements de la jupe, des cheveux. Enfin, je trouve ça extraordinaire, parce qu'à l'époque, c'était vraiment le dessin pur, avec le crayon. Et je ne raconte pas le travail qu'il a fallu pour faire un tel chef-d'œuvre. Eh bien, franchement, un grand merci, un grand bravo, ma très chère Agnieszka, pour cette superbe chronique. N'hésitez pas, tu m'avais aussi dit donc Rose d'Épine, princesse Rose d'Épine en 1812. Oui. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir ce conte, donc Princesse printanière en 1600 de Madame d'Aulnoy, est également un magnifique conte à découvrir si vous aimez La Belle au Bois dormant, les amis. Donc on te retrouve le mois prochain. Oui. Oh. Et quel conte vas-tu nous enchanter? Je dois le dire? Ah, j'aimerais beaucoup. Ça donnera envie aux enchanteurs comme ça. Donc je le dis. Oui. Je le dis? Allez. Eh bien, ça sera La Petite Sirène. Wow. d'Andersen. Oh oui. Et j'adore Andersen. J'adore en plus Andersen aussi. C'est magnifique. En plus, alors, le conte d'Andersen est tristement beau, je trouve. Oui. C'est l'un des contes les plus beaux et tristes qui existent. Mais vive l'amour, quoi. Oui, exactement. Avec un grand A. Comme tu dis. Voilà. C'est vrai qu'Andersen, alors lui, il est très différent de
de Grimm ou de Perrault, même si certains sont tristes, mais il n'y a pas de choses, je trouve, aussi cruelles des fois que je vois dans les contes, voilà, comme Perrault ou voilà, ou d'autres. Il y a vraiment quelque chose de... C'est triste, mais c'est beau. C'est très, très bien écrit. Tout à fait. D'ailleurs, au passage, pour le conte de La Belle au bois dormant, c'est l'un des seuls contes en fait où Perrault est aussi cru et aussi gore. Oui, enfin, il y a aussi Peau d'âne aussi. Oui, hein. mais ça reste... Avec l'âne et puis... Oui, c'est vrai. Mais ça reste quand même, on n'a pas l'habitude avec Perrault d'avoir quand même des contes aussi sombres, et alors que c'est plutôt Grimm hein, qui fait ça. Oui. Donc ça fait bizarre aussi. Hein. Oui, oui, oui. Et c'est pour ça que Walt Disney, il a pris ce qui était positif en fait dans le conte de Perrault et dans les frères Grimm. Voilà. Et lui, par contre, il a fait que 3 fées. Il a créé que 3 fées. Et oui. Ouais. Alors, donc, oui, on va donc se laisser parce que tu m'as proposé de passer une chanson, enfin une musique magnifique donc de Tchaïkovski, donc de La Belle au bois dormant. Donc on va finaliser cette jolie chronique pour laisser la place après coup à Lunaya et le Bouddha aux potions. Donc on va écouter cette magnifique musique. En tout cas, je te remercie grandement ma très chère Agnieszka pour ce superbe moment à découvrir et décortiquer le conte de La Belle au bois dormant. Merci à toi. Merci à vous tous. Très bon dimanche. À toi aussi. Et on n'oublie pas, bonne fête à toutes les mamans, hein, parce qu'aujourd'hui c'est la fête des mamans. Et oui. Bien sûr. Gros bisous à toi. Donc on se laisse les amis. Et bonne fête à toutes les mamans du passé, du présent et du futur. Waouh. Donc on se laisse avec la musique The Sleeping Beauty de Tchaïkovski et ensuite on retrouve notre merveilleuse Lunaya pour le boudoir aux potions. Gros bisous Agnieszka. Gros bisous Alina, gros bisous à tous les gens qui Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia.